Bonjour à tous, aujourd'hui dans le MAG, je reçois Evelyne Chenat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du groupe Amnesty International de Mont-Saint-Aignan. Oui. Dans cette émission, nous allons évoquer la traite des êtres humains en 2021. Nous sommes au 21e siècle et pourtant certains êtres humains sont encore réduits à l'esclavage. Il peut se présenter sous différentes formes. On parle maintenant d'esclavage moderne. Alors tout d'abord, pouvez-vous commencer par nous présenter ces nouvelles formes de traite? Les définitions ont évolué au fil des années. Quelle était la première version? La première définition, donc reconnaissance internationale de la traite des êtres humains, c'est en 2000 par l'ONU, c'est ce qu'on appelle le protocole de Palerme. Et donc il fallait pour qu'une personne, qu'on considère qu'une personne était sous était reconnue en quelque sorte faisant partie de la traite, il fallait qu'il y ait un recrutement, qu'il y ait des recours à la force, qu'il y ait obligation, qu'il y ait fraude, qu'il y ait abus d'autorité, situation de vulnérabilité. Donc que ces gens-là subissent tout ça avant quelque sorte, qu'on les reconnaisse comme faisant partie du traitement des êtres humains. Le fait, par exemple, pour les migrants, ils peuvent changer de pays, ils peuvent aller, ou prenons encore dans l'autre cas, le Qatar, qui a beaucoup tout le Moyen-Orient, ils ont des travailleurs. Le fait que ces travailleurs-là aillent au Qatar ou ailleurs pour travailler, ça ne constitue pas en soi du travail forcé, par exemple, donc pas du traitement. C'est la situation d'après, dans laquelle ils vont se trouver, dont on va peut-être parler, qui fait que ça fait partie du traitement des êtres humains. Et cette définition, elle a évolué. Et aujourd'hui, où est-ce que... Elle a évolué avec le temps. Le Conseil de l'Europe, en 2008, l'a un petit peu étoffé et justement met en avant ceci, c'est-à-dire que le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement, l'accueil d'un enfant, par exemple, aux fins d'exploitation, sont considérés comme traite des êtres humains, même s'ils ne font appel à aucun des moyens énoncés pour les adultes. Un enfant, c'est-à-dire jusqu'à 18 ans. Après, il y a eu une définition un petit peu plus détaillée d'Interpol, qui considère que c'est une forme de criminalité organisée, qui représente des milliards de dollars, et qui constitue ce qu'on a commencé à appeler l'esclavage moderne. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU aussi en a rajouté, si j'ose dire, a donné des chiffres aussi, à savoir qu'aujourd'hui, par exemple, 25 millions de personnes seraient soumises au travail forcé et à l'exploitation sexuelle dans le monde, dont 51% de femmes. Oui, c'est ça, il y a la grande partie qui concerne l'exploitation sexuelle. Oui. D'un point de vue économique, ça représente les 2/3 des profits de la traite dans le monde, soit environ 123 milliards d'euros. Oui. Il y a aussi la construction, l'industrie manufacturière, les mines, les services publics, l'agriculture, le travail domestique. Comment est-ce possible d'avoir encore cela en 2021 ? Ça, c'est une question difficile à répondre, parce qu'il y a toujours des gens qui profitent des situations. Donc, quelles sont les formes aujourd'hui les plus courantes, hormis effectivement la prostitution et le travail forcé? Il y a quand même des régions spécifiques, hélas, c'est tout le Moyen-Orient pour ce qui concerne le travail forcé, donc les fameux employés de maison en Arabie Saoudite, tout spécialement, qui officiellement a au moins 100 000 demandes par an. Il y a aussi, et c'est assez récent, deux endroits, c'est-à-dire Dubaï et la Turquie, donc certainement Istanbul, qui sont des lieux aujourd'hui où il y a une prostitution qui, je dirais bien, saute aux yeux, parce que ça c'est le genre de pays, Dubaï, où je ne vais pas dire tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, mais enfin c'était pas le genre de choses qu'on trouvait dans les rues, la prostitution. Et là tout récemment maintenant on le reconnaît. Donc les employés de maison, ils viennent souvent du Bangladesh, par exemple. Il y a même une procédure spéciale pour leur acheminement quand elles veulent y aller.
où c'est le futur patron qui paie le voyage, etc., les passeports et tous les droits, et qui, une fois la fille arrivée, n'est pas payée parce qu'il faut rembourser tout ça sur son salaire. En plus, on sait particulièrement la façon dont elles sont traitées sur place, c'est-à-dire on leur enlève le passeport à l'arrivée, elles n'ont pas le droit de sortir de la maison, elles travaillent, je ne vais pas dire 24/24, mais enfin... il n'y a pas d'heure, si j'ose dire. Elles dorment le plus souvent dans des conditions, dans la maison bien sûr, puisqu'elles n'ont pas le droit d'en sortir, dans des conditions précaires, plus que difficiles. Elles font tout, elles gardent les enfants, la cuisine, le ménage. Et comment agit Amnesty International justement ? C'est difficile parce qu'en tant qu'individu, elles ne peuvent même pas, déjà elles ne peuvent pas en sortir la plupart du temps, il faut qu'elles arrivent à se sauver, mais c'est des cas rares. Donc on ne peut pas intervenir sur une personne même comme on fait pour d'autres prisonniers, pour des prisonniers nommément emprisonnés à tel endroit. Elles sont un peu restées dans l'anonymat. Donc c'est plutôt sur le fait, sur le principe qu'Amnesty condamne ce genre de travail forcé. Il y a eu des évolutions quand même, ça a un impact, le travail d'Amnesty ? Ça a un impact, là je ne saurais pas dire, je ne saurais pas vous dire. Par contre, j'ai un autre cas en ce qui concerne le travail forcé, là, des travailleurs qui sont arrivés au Qatar il y a quelques années pour construire les infrastructures de la Coupe du Monde de foot qui va avoir lieu en 2022. En 2022. Et donc là, parce que c'est pareil, ils sont venus de leur propre volonté, personne ne les a forcés, mais une fois arrivés sur place, c'est là où on peut dire qu'ils font partie de la traite du travail, parce que travaillent là aussi dans des conditions très difficiles sur les chantiers, la chaleur, pas d'eau, pas payé pendant des mois, logés dans même pas quelque chose qui aurait le nom de logement digne. Et là, il y a eu une campagne d'Amnesty avec d'autres organismes, il y a quelques années de ça. Et là, il y a eu des améliorations dues à cette campagne, qui n'est pas seulement la nôtre. Il y a eu des améliorations dans les conditions de travail. Ça, je crois que même qu'il y a des États dont la France avait aussi protesté sur ces conditions de travail. Là, il y a eu des améliorations. Alors justement, la France, elle s'implique aussi dans ce combat. Quelle est la situation en France ? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de travail forcé en France. Il y a certainement, parce qu'on l'a vu en Angleterre, c'était des Français, il y a des diplomates par exemple qui ramènent avec eux une employée de maison qu'a le régime courant, c'est-à-dire pas de sortie, plus de passeport, à peine être payé, à peine nourri. Ça existe. Mais enfin, en France, je ne pense pas qu'il y ait quand même beaucoup de cas. Pas beaucoup, les violences intrafamiliales, notamment dues avec le confinement, ont augmenté ces derniers mois. Elles se sont accentuées. De plus, l'isolement et la distanciation sociale ont également eu des impacts physiologiques sur les victimes. Il y a également la traite sur les enfants. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot dessus ? Je pense que par rapport à la pandémie qui a lieu, je ne pense pas qu'on puisse parler de traite. Il n'y a pas eu contrainte. On sait que dans le milieu familial, c'est plus des féminicides qu'autre chose, mais contrainte des êtres humains, moi je ne l'analyse pas comme ça. Quant aux enfants, je sors de la pandémie là. Quant aux enfants, oui, il y a aussi du travail forcé pour les enfants, ça c'est clair. C'est souvent, on peut dire par exemple, c'est souvent des enfants soldats, il y en a encore, RDC notamment, des enfants dans les mines, là où on va chercher les métaux rares, parce qu'il faut des petites personnes, donc là il y a les enfants. Autrement, vous m'avez parlé aussi de la fabrication de vêtements, par exemple. Je ne sais plus comment vous m'avez... bien sûr, ça existe toujours. Et c'est effectivement du travail forcé. Parce que quand dans des locaux où il y a 1000 personnes, comme il y avait quelques années au Bangladesh, et qui a pris feu, un atelier qui a pris feu, il y avait 1000 personnes, là c'est sûr que ça c'est du travail forcé. Il n'y avait pas d'issue de secours, etc. Là c'est le travail forcé. Elles n'ont pas d'heure, elles sont à peine payées, les mesures de sécurité, il n'y en a pas. Voilà. Ça, il faut quand même dire que si les marques comme Nike et toutes celles qu'on connaît
faisait pas travailler là-bas, il n'y aurait pas... C'était à elle aussi de s'investir dans ce combat. Voilà. Et on a fait Amnesty une campagne précisément par rapport à ça auprès des industriels sur les métaux rares, par exemple, parce que dans les voitures, dans les batteries des voitures... Vous êtes donc investi avec ça. Merci à vous, Evelyne Chénat, d'avoir participé. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site amnesty.fr et vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.